Bonsoir. La pandémie de Covid-19 touche 185 pays. 2,6 millions de personnes sont contaminées dans le monde. 179 750 en sont décédés. Près de 700 000 ont guéri. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 826 000 cas et 45 000 décès. L'Europe reste fortement impactée, avec plus d'1 million de cas et 107 000 décès. L'Espagne enregistre 208 400 cas et 21 700 décès. L'Italie, 184 000 cas et 24 650 décès. Et le Royaume-Uni, 134 000 cas et 18 150 décès. En France, nous surveillons la situation en population générale et en particulier en ville. Hier, SOS Médecins a réalisé 365 interventions. C'est une activité en baisse pour suspicion de coronavirus, d'infection Covid. C'est 7% de leur activité totale. Les services d'urgence renseignent 1448 passages pour une suspicion d'infection Covid. C'est 7% de l'activité, c'est aussi un indicateur en baisse. Mais après les 1448 passages, on observe quand même 35% d'admission à l'hôpital et 3% de passages en réanimation. Enfin, vous le savez, nous surveillons l'activité des laboratoires et en particulier le taux de positivité après test. Ce taux de positivité moyen est à 21%. C'est un indicateur de la circulation virale en communauté. Le taux de positivité est à 37% à l'hôpital, à 18% en ville. Plus l'épidémie progresse, plus ce taux de positivité augmente. Plus l'épidémie régresse, plus ce taux de positivité va diminuer. En ce qui concerne les données hospitalières, ce soir, les remontées de 1311 établissements de santé confirment que 29 741 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection Covid-19. 1619 nouveaux patients ont été admis au cours des dernières 24 heures, mais en tenant compte des sorties qui sont nombreuses, le solde reste négatif avec 365 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier. 5218 patients atteints par l'infection Covid sont dans un état grave en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 183 nouveaux malades graves ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif depuis maintenant 2 semaines. Il est de 215 patients en moins en réanimation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 2000 personnes, plus de 2000 malades qui sont hospitalisés actuellement en France en réanimation pour d'autres raisons que l'infection Covid. Et donc vous imaginez la pression actuelle sur les équipes de réanimation avec plus de 7000 patients à prendre en charge dans ces conditions. Outre-mer, on relève 96 hospitalisations, c'est un peu moins qu'hier, et 29 patients en réanimation, c'est aussi un indicateur en baisse. Depuis le début de l'épidémie, et c'est très important de le rappeler parce que c'est une bonne nouvelle, plus de 40 657 personnes qui étaient hospitalisées sont rentrées à domicile, et je vous le rappelle, il y a des dizaines de milliers de personnes guéries en ville sans aucun recours au milieu hospitalier. On le constate ce soir, cette épidémie est massive, elle est sévère, puisque près de 85 000 personnes en tout ont été hospitalisées depuis le début de l'épidémie, depuis le 1er mars. Enfin, j'incite vraiment à la prudence, puisque la circulation du virus reste à un niveau élevé, 1600 nouveaux admis en milieu hospitalier. Nous devons donc tous respecter le confinement, respecter les gestes barrières, la distanciation physique et sociale, et je crois que les gestes barrières doivent devenir automatiques pour tous dans les prochaines semaines. Nous surveillons attentivement la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 6 436 établissements, dont 4 259 EHPAD, ont signalé un épisode d'infection Covid-19 sur le portail national des signalements. Cela correspond déjà à plus de 25 500 cas confirmés d'infection Covid, et cas confirmés par test PCR depuis le 1er mars. Enfin, nous surveillons de près la mortalité hospitalière, la mortalité en institution et évidemment la mortalité générale sur le territoire français.
En ce qui concerne la mortalité hospitalière, nous déplorons 13 236 décès depuis le 1er mars. 82% de ces décès sont survenus chez des personnes de plus de 70 ans et nous déplorons aussi 32 décès outre-mer. Dans les établissements sociaux et médico-sociaux, 8 104 décès ont été relevés depuis le début de l'épidémie le 1er mars et l'essentiel de ces décès est observé en EHPAD. Au total, depuis le 1er mars, 21 340 décès liés au Covid-19 sont recensés en France. Nous sommes attentifs à l'évolution de la mortalité, toutes causes confondues. Nous n'avons pas encore le détail des causes de mortalité, mais il est important de signaler qu'à l'échelon national, la mortalité attendue poursuit sa hausse. Elle est supérieure aux années précédentes, semaine après semaine. Sur la semaine 12, nous observons un excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue qui est de 17%, qui monte à 36% en semaine 13, à 61% d'excès en semaine 14 et qui atteint déjà pour la semaine 15, celle du 6 au 12 avril, un excès de 48%. Cet excès apparaît déjà pour la semaine 16, qui est récente, la semaine du 13 au 19 avril, et l'excès est déjà de 10%. À l'échelon régional, ce signal est déjà observé dans 2 régions supplémentaires, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, en plus des 2 régions déjà identifiées, l'Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, et l'Île-de-France est déjà à un niveau d'excès exceptionnel de mortalité. À l'échelon départemental, un excès de mortalité est déjà recensé en semaine 16 dans 21 départements d'Île-de-France, Grand Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. L'excès de mortalité signalé touche très majoritairement des personnes de plus de 65 ans. Lorsqu'on a la possibilité d'analyser les causes de décès grâce au certificat électronique de décès, on note que l'infection Covid apparaît de plus en plus dans les causes médicales de décès, puisque depuis le 1er mars, 7 715 décès contiennent la mention d'infection Covid-19 dans les causes médicales de décès, et cela représente 29% de l'ensemble des certificats électroniques analysés, et donc c'est une part importante de l'infection Covid dans les causes médicales de décès. Enfin, 119 151 cas seraient confirmés par PCR, selon les estimations de Santé publique France. Je voudrais désormais aborder un sujet qui a fait beaucoup parler aujourd'hui, qui est l'hypothèse concernant un éventuel effet protecteur de la nicotine. Cette hypothèse a été émise après une étude observationnelle devant le faible nombre de fumeurs parmi les malades atteints de Covid-19 et hospitalisés, et ça a été constaté dans un certain nombre d'études à l'international. D'abord, il faut être très prudent dans ces études observationnelles, puisque c'est juste une observation du statut de fumeur ou non chez des personnes hospitalisées. On sait que le taux de tabagisme varie beaucoup en fonction des pays, il varie aussi en fonction du sexe, et il varie enfin en fonction de l'âge. Il y a une piste qui est actuellement étudiée, qui est intéressante, puisque la nicotine entraînerait, selon certains chercheurs, une compétition avec le virus pour se fixer sur un récepteur et ainsi diminuerait la rapidité d'installation du virus. Tout ceci n'est qu'une hypothèse, évidemment. Ça doit faire l'objet d'études très poussées et de mériter absolument une confirmation totale. Donc il y a des protocoles qui ont été proposés, qui ont été déposés, qui seront analysés avec différentes approches thérapeutiques selon différentes populations cibles. Je voudrais évidemment insister sur le fait qu'il ne faut absolument pas oublier les effets néfastes de la nicotine. Il ne s'agit ici que d'une hypothèse scientifique très intéressante, mais absolument pas d'une donnée avérée. La recherche doit être encouragée, la recherche doit progresser, mais j'encourage les Françaises et les Français à ne pas confondre piste de recherche et faits établis. Ce qui est établi, c'est que les fumeurs présentent des formes graves de Covid, notamment en réanimation, et vous savez que dans ce cas, les dégâts causés par le tabagisme chronique sur les poumons peuvent allonger la durée des soins en réanimation et augmenter très significativement la mortalité. Nous ne pouvons évidemment absolument pas recommander la prise de nicotine. Nous déconseillons fortement à la population de reprendre la cigarette. Je rappelle un fait totalement avéré, le tabagisme, le tabac,
est le tueur numéro 1 en France. C'est 75 000 décès par an. Et donc la lutte contre le tabagisme est une priorité absolue de santé publique. Si vous voulez arrêter de fumer, c'est possible, c'est évidemment recommandé par votre médecin et vous pouvez vous faire accompagner. Vous savez qu'il y a différentes approches et des supports médicamenteux qui sont prescrits, ce qu'on appelle des traitements de substitution nicotinique. C'est aussi le cas lorsqu'on est fumeur et qu'on est hospitalisé. Les équipes soignantes peuvent là aussi vous encourager à basculer sur la prise de traitement de substitution nicotinique. Donc les fumeurs qui souhaitent se sevrer, profiter du confinement pour se sevrer, doivent évidemment poursuivre leur sevrage. Ceux qui ont été fumeurs et qui sont devenus des anciens fumeurs, évidemment, ne doivent pas reprendre. Quant à ceux qui ne fument pas, ils ne doivent évidemment absolument pas avoir recours à des traitements de substitution de type nicotinique, car il y a beaucoup d'effets secondaires, vomissements, malaise, et ce sont des produits qui entraînent une addiction. J'en profite, puisque nous parlons de certains fumeurs et puis de certains effets graves du tabagisme, notamment la bronchite chronique obstructive, pour rappeler que tous les malades qui ont une pathologie chronique doivent appeler leur médecin traitant, doivent appeler le service spécialisé qui les suit, et de la même façon, les médecins et les services hospitaliers sont invités à rappeler leurs malades atteints de pathologies chroniques qui nécessitent des bilans et des soins. Quand on a une maladie aiguë, quand on a une douleur thoracique, quand on a des signes qui font évoquer un accident vasculaire cérébral, évidemment, ces pathologies aiguës doivent donner lieu à des soins urgents. Et donc, devant toute urgence vitale, je rappelle qu'il faut appeler le 15. Je vous remercie. Une question pour France Inter. Est-il vrai que les hôpitaux vont recevoir 8600 respirateurs de type Osiris 3 ? Seront-ils utilisés pour traiter des patients Covid-19 en situation de détresse respiratoire ? Oui, le président de la République l'a rappelé, la France s'est dotée de très nombreux respirateurs avec une mobilisation de l'industrie française et donc nous allons récupérer de très nombreux respirateurs neufs, certains respirateurs lourds, certains respirateurs dits plus légers de transport et donc nous allons renouveler notre parc de respirateurs. 3 questions pour Médicite. Une étude suggère un effet protecteur de la nicotine contre le Covid-19. N'avez-vous pas peur que les fumeurs soient confortés dans leur position ou que la consommation de cigarettes augmente ? Alors, ce n'est pas une étude qui suggère un effet protecteur, c'est une étude d'observation. Donc il n'y a aucun fait avéré, c'est simplement une constatation. Et donc je rappelle qu'il y a des formes très graves chez les fumeurs sévères en réanimation, que le tabac tue, ça c'est totalement confirmé, avéré, et malheureusement c'est plus de 75 000 décès par an. Et donc voilà, c'est important que les Françaises et les Français qui, depuis le début, s'intéressent à l'infection Covid, sachent quelles sont les pistes scientifiques qui sont étudiées. C'est une interrogation scientifique, c'est une piste qui mérite d'être confirmée, mais on n'est aujourd'hui absolument pas en mesure de faire le lien entre tabac, nicotine et protection. Donc c'est une question scientifique que se posent les scientifiques, que nous partageons avec les Français, mais nous ne sommes absolument pas en mesure aujourd'hui d'émettre la moindre hypothèse quant à un éventuel effet thérapeutique d'une de ces substances. L'Académie de médecine appelle au port du masque pour tout le monde dans l'espace public dès maintenant. Est-ce aussi la recommandation de la DGS ? Alors, l'Académie de médecine a publié aujourd'hui un avis au sujet du port du masque en population. Il s'agit bien ici du masque grand public. Elle indique que pour être efficace, le port du masque anti-projection doit être généralisé dans l'espace public, que cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique, c'est-à-dire sur l'épidémie, sur la circulation du virus, que si tout individu s'astreint à l'appliquer dès qu'il sort de son domicile et qu'attendre la date du 11 mai pour porter le masque, c'est accorder encore 3 semaines de répit au virus pour qu'il continue de se transmettre et c'est accepter des infections supplémentaires et des hospitalisations. Je tiens ce soir à rappeler en premier lieu, et les Françaises et les Français ont parfaitement compris, que les mesures les plus efficaces aujourd'hui pour réduire la vitesse de l'épidémie, c'est le respect du confinement. Premier rappel très important, et c'est vraiment encore un grand merci aux Françaises et aux Français qui respectent ce confinement, parce que c'est tout simplement la seule façon de réduire fortement le nombre de nouvelles infections, le nombre de nouvelles admissions hospitalières. Deuxième point, c'est le respect de la distanciation physique et sociale. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous devrons faire après le 11 mai. Il faudra encore être très attentif à encourager le télétravail, à faire attention aux distances et à éviter d'avoir trop de contacts entre personnes. Et troisième rappel, les gestes barrières que nous avons appris
à connaître et que nous avons appris à appliquer. Et donc, tous ces éléments, confinement, distanciation physique et sociale et gestes barrières, permettent de façon combinée de freiner la propagation de l'épidémie et de gêner la transmission du virus. Le masque grand public, que nous encourageons fortement, c'est un complément. C'est un complément au bon respect des gestes barrières. Le Premier ministre a été très clair dimanche. Il a insisté sur le fait que les masques grand public ne remplaceront jamais les gestes barrières, que porter un masque grand public et considérer qu'on peut donc s'affranchir de tout le reste, qu'on peut toucher les gens, qu'on peut s'en rapprocher, qu'on peut éviter de tousser dans son coude, qu'on peut éviter d'utiliser des mouchoirs et d'éviter de se laver les mains, est potentiellement une fausse sécurité. Et c'est ce que rappelle non pas simplement le Premier ministre, mais aussi les autorités scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé. Donc il n'y a rien de contradictoire avec la position des autorités sanitaires. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public, et vous savez qu'il y a un effort très important qui est fait par l'ensemble des industriels français qui vont monter à un rythme de production de ces masques grand public qui sera de 17 millions par semaine à l'horizon du 11 mai. Nous aurons aussi des importations massives. Ce seront des masques lavables, ce seront des masques réutilisables, ce sont des masques pour lesquels nous avons fait des efforts de normalisation qui ont été testés. Il faut que nous apprenions tous ensemble aussi cet ensemble de mesures qui nous permettront de lutter contre la diffusion du virus, car il y aura encore de la circulation du virus après le 11 mai. Il faut apprendre à le poser, à l'adapter correctement à son visage, à couvrir absolument, et c'est très important, le nez et la bouche, à savoir l'enlever et se laver les mains, et surtout à ce qu'on comprenne tous ensemble quels sont les gestes à risque et les situations à risque. Et donc nous aurons à développer tous ensemble une pédagogie collective pour apprendre aux personnes les plus vulnérables, pour apprendre à notre entourage, pour apprendre à nos proches l'usage du masque comme une mesure supplémentaire, comme une mesure complémentaire à tout ce que nous avons déjà appris pendant le confinement et avant, c'est-à-dire le respect strict des gestes barrières, la distanciation physique d'1 mètre minimum qui reste absolument nécessaire et la réduction des contacts sociaux. Les visières de protection en plastique que certains utilisent au lieu des masques sont-elles vraiment efficaces pour se protéger du coronavirus ? Alors c'est beaucoup moins testé. Là encore, tout dépend du dispositif, tout dépend de la façon dont le visage est protégé. Donc nous ne sommes pas sur des dispositifs normés, testés, comme c'est le cas d'autres dispositifs qui ont été utilisés comme équipement de protection. Une question pour RTL. Comment expliquez-vous qu'après 5 semaines de confinement, on détecte encore chaque jour des centaines, voire des milliers de nouveaux cas positifs du Covid-19 ? Parce que le virus continue de circuler, parce que les gens continuent d'avoir une vie. La seule façon qu'il n'y ait plus aucune circulation du virus, il faut que les Françaises et les Français s'en rendent compte, c'est un peu ce qui s'est passé à Wuhan, c'est que plus personne ne sorte. Et malheureusement, ou heureusement, peu importe, ce n'est absolument pas possible aujourd'hui d'imaginer que tout est arrêté, que plus personne ne rencontre plus personne. Donc on peut avoir des circonstances où on est en contact soit avec des personnes qui sont porteuses et qui ne le savent pas, soit avec des surfaces souillées directement récemment par une personne qui justement ne se lave pas les mains et qui soit vous touche, soit touche un objet que vous touchez juste après. Ça, c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure du masque, je disais qu'il était important de ne pas avoir cette image de fausse sécurité parce que le lavage des mains reste fondamental lorsqu'on est en contact dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui sont présentes. 2 questions pour BFM TV. L'Académie de médecine recommande à chaque Français de porter un masque tout de suite et pas uniquement dans les transports. Où en est-on sur les commandes de masques ? L'État sera-t-il en capacité de répondre aux demandes de l'Académie s'il le décidait ? Alors, vous avez noté les propos du président de la République et les propos du Premier ministre. L'État français et le gouvernement se sont mis en situation de fournir des masques à toutes les Françaises et les Français qui le souhaiteront, notamment le 11 mai, lorsque nous lèverons ce confinement. Faudra-t-il restreindre la liberté de circuler entre les régions pour éviter que l'épidémie ne se propage ? C'est encore trop tôt pour le dire, et je pense que les Français ont une très bonne mémoire, ils se souviennent très bien de ce qui s'est passé au début de l'épidémie, et donc nous serons très attentifs à la situation dans les territoires, à la circulation du virus, à l'apparition ou non de clusters, à la présence ou non du virus dans différents départements, et on s'adaptera à l'évolution de l'épidémie comme on l'a fait depuis le début. Une question pour France Télévisions. Concernant le scrutin des municipales du 15 mars dernier, les équipes de France 2 ont étudié le cas de la ville de Saint-Ouen.
La plupart des assesseurs de cette ville ont accepté de répondre à une grande enquête. Parmi les centaines de personnes interrogées, plus d'un tiers estiment avoir développé des symptômes du coronavirus. Pensez-vous, à la lumière de ces chiffres, ou d'autres en votre possession, que les présidents de bureaux et assesseurs ont été exposés à un risque de contamination supplémentaire en participant à l'organisation du vote? Alors, c'est une étude intéressante, c'est une étude observationnelle. Ce que je dirais, c'est que le 15 mars, tout le monde se souvient que nous avions une activité sociale intense et que ce sont des conditions qui ont été extrêmement sérieuses pendant les opérations de vote et que ce sont aussi des personnes qui ont une activité sociale comme tous les autres Françaises et les Français. Donc je ne peux pas tirer de conclusion particulière de cette étude, mais nous nous souvenons tous des conditions qui ont été extrêmement sérieuses et drastiques dans l'organisation des bureaux de vote. Plusieurs questions pour France Info. Pouvez-vous faire un point sur les nouvelles hospitalisations? La tendance correspond-elle aux prévisions? Y a-t-il une évolution du profil des patients? Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'évolution du profil des patients. Il y a malheureusement, comme vous l'avez noté, encore beaucoup trop d'hospitalisations, beaucoup trop de passages en réanimation. C'est à chaque fois des drames. Et donc, je crois que nous avons tous le devoir, les moyens de freiner cette épidémie en étant, d'ici au 11 mai, encore plus attentifs pour que nous soyons dans les meilleures conditions de levée du confinement, c'est-à-dire qu'il y ait le minimum de cas en milieu hospitalier, qu'il y ait le minimum de cas, évidemment, en réanimation, pas uniquement pour soulager les équipes soignantes, c'est déjà très important, mais surtout pour que nous nous assurions que le niveau de circulation virale est le plus bas possible dans les territoires pour permettre que les conditions de levée du confinement soient optimales. Une question pour Hospimédia. Pour les visites et le déconfinement, est-il envisagé de prévoir une doctrine différente pour les internats de foyers du secteur handicap, hors polyhandicap, que celle qui s'applique aux EHPAD, sachant que ces publics ne présentent pas la même fragilité face au Covid? Alors effectivement, vous avez raison de rappeler que les fragilités face au Covid varient considérablement selon les publics et selon les individus. Et donc les discussions se font dans le même esprit on va dire de concertation avec les professionnels, de discussion avec les fédérations, de discussion avec les responsables de ces foyers pour que les meilleures mesures soient prises, notamment pour éviter les risques liés au confinement strict. Deux questions pour The Guardian. La France a-t-elle reçu des équipements de protection individuelle, masques, gants, vêtements pour les soignants, dans le cadre du programme d'achat commun de l'UE? Si oui, lesquels et combien? Je n'ai pas la réponse précise à cette question, mais je pourrais vous la donner. Quelles commandes d'équipements de protection individuelle et de ventilateurs et réanimateurs le gouvernement a-t-il passé aux fournisseurs qui ont été engagés dans le cadre du programme commun d'achat de l'UE? Même réponse. 3 questions pour la PM sur l'hydroxychloroquine. Alors que plusieurs travaux cliniques internationaux s'avèrent décevants quant à l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19 et inquiétants quant à sa sécurité, avez-vous saisi le HCSP pour qu'il réévalue ses préconisations sur l'usage de la molécule? Alors, aujourd'hui, pour que les choses soient très claires, il y a de très nombreux essais thérapeutiques dans le monde et de très nombreux essais thérapeutiques en France. Ces essais sont en cours, il n'y a pas de signal majeur. Le signal qui est donné aux Français, c'est qu'il ne faut pas prendre de médicaments, quels qu'ils soient, sans indication médicale, et parce qu'à chaque fois qu'un médecin vous prescrit un médicament, il fait la démarche d'analyse bénéfice-risque pour savoir si ce médicament peut vous apporter quelque chose et surtout éviter les effets secondaires. Donc dans les essais thérapeutiques, c'est encore plus encadré. Nous avons des analyses intermédiaires indépendantes par des groupements scientifiques d'experts internationaux, et donc soit ces experts considèrent qu'il y a un signal très positif, et à ce moment-là, ils le disent. Dans le médicament suivant a un effet avéré, démontré, très fort, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Soit il y a un signal très négatif, et à ce moment-là, ils demandent qu'on arrête cet essai parce que c'est trop dangereux pour les personnes qui sont dans ce bras. Ce n'est pas le cas aujourd'hui non plus, donc il y a toujours des essais qui se poursuivent. Tous les résultats intermédiaires des essais sont fournis aux experts, sont rendus publics, et donc effectivement le Haut Conseil de santé publique récupère ces informations au fil de l'eau au fur et à mesure que les résultats sont disponibles. Et comme tous les résultats, ces résultats sur l'hydroxychloroquine seront analysés par les experts. Le professeur Raoult a-t-il reçu les autorisations nécessaires de la part des pouvoirs publics pour conduire des travaux sur l'hydroxychloroquine dont il a diffusé de premiers éléments? Alors, en France comme en Europe, tout essai thérapeutique fait l'objet d'un encadrement réglementaire très strict avec un passage par un comité de protection des personnes et par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Quand prévoyez-vous de disposer des données préliminaires issues de l'essai Discovery?
Alors je crois que les données préliminaires de l'essai international européen Discovery sont en cours d'analyse, donc nous sommes en attente de ces résultats, mais je rappelle, c'est important de le dire, nous sommes à des phases intermédiaires, et il se peut, et c'est même très probable, qu'il n'y ait rien à dire de ces phases intermédiaires, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni signal positif, ni signal négatif, mais que les experts disent il faut continuer. Une question pour le journal italien Repubblica. On parle d'un possible effet protecteur de la nicotine contre le virus. Cette hypothèse va être testée sur des équipes de l'hôpital Salpêtrière. Que pouvez-vous nous dire de cette piste? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est une hypothèse scientifique, et comme toute hypothèse scientifique, elle doit déboucher sur une démarche de recherche. Et quand cette démarche de recherche sera aboutie, nous aurons la confirmation ou l'infirmation que cette piste était sérieuse. Une question pour VL Media. Quelle est la position de la DGS au sujet de l'usage d'huiles essentielles pour renforcer le système immunitaire? Peuvent-elles soulager les patients présentant de faibles symptômes du Covid-19? Alors là encore, appel à la grande prudence. Il y a, à ma connaissance, très peu de molécules qui ont un effet avéré sur la stimulation du système immunitaire. Et donc, je crois que les Françaises et les Français sont toujours attentifs à leur santé et qu'il convient d'être en bonne santé, mais d'éviter l'automédication ou d'éviter d'être éventuellement victime de personnes qui ont des allégations d'effets thérapeutiques de certaines molécules. Une question pour RFI. Dans la perspective du déconfinement, la société française, en particulier par le biais des instances intermédiaires que sont les maires, les associations, sera-t-elle impliquée dans la gestion de la crise, ainsi que l'appel de ses vœux le Conseil scientifique par la voix de son président, Jean-François Delfraissy? Quand et comment? Je crois que c'est la volonté du président de la République et du Premier ministre que d'associer l'ensemble des acteurs à la réussite du déconfinement. Une question pour CNews. Pourquoi investit-on dans les tests sérologiques alors que par ailleurs on nous dit qu'on n'a pas d'immunité et qu'il peut y avoir une réactivation du virus? Alors je crois qu'il faut un peu tordre le cou à ces deux idées qui font l'objet de constatations, on va dire presque de cas. C'est-à-dire qu'en pratique, aujourd'hui, les informations qu'on a de la plupart des études scientifiques internationales et même françaises, c'est que les personnes qui ont fait une infection virale développent des anticorps plusieurs semaines après, mais des anticorps qui paraissent de bonne qualité et dont on saura dans les tout prochains jours s'ils sont effectivement protecteurs. Donc il y a bien une immunité, ce qui ne surprend pas vraiment puisqu'on a déjà fait des infections à coronavirus, les enfants en font, ce n'est pas le même, ce n'est pas le Covid-19, mais ce sont des coronavirus qu'on connaît bien. Nous avons de grands spécialistes des coronavirus. Il y a eu l'épisode du SRAS, il y a eu l'épisode du MERS-CoV. Il n'y avait pas tellement de raisons d'imaginer qu'une infection par le Covid ne débouche pas sur une immunité. De la même façon, la notion de réactivation, les autorités scientifiques coréennes l'ont précisé aujourd'hui, sont liées au test lui-même. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des fragments du génome du virus quand on fait le test. Cela ne signifie pas que le virus est actif et qu'il est capable de contaminer d'autres personnes. Donc on a un test très sensible qui montre qu'il y a encore du fragment du virus, mais ça ne veut pas dire qu'on est contagieux et ce sont des données rassurantes. Donc ce soir, j'ai quand même deux messages importants. Normalement, quand on a fait une infection par le coronavirus, on a une immunité qui devrait d'ailleurs être plutôt protectrice. On ne sait pas combien de temps elle va durer, mais c'est plutôt rassurant. Et de la même façon, il n'y a pas cette fameuse réactivation ou ces fameuses doubles infections ou triples infections. Ce sont des observations exceptionnelles qui sont probablement liées à la technique elle-même. C'était la dernière question, je vous remercie. Merci à vous. Merci, madame.